plus important du point de vue des investisseurs que je rencontre, c'est le système judiciaire. Le système judiciaire avait été décrié en Côte d'Ivoire pendant des décennies. Mais maintenant, nous avons une justice qui marche, une justice qui est crédible. Et toutes les questions donc, vont jusqu'à la Cour suprême. Et nous sommes confiants que les questions donc, de gouvernance, nous avons créé un tribunal du commerce, vous voyez, pour que les litiges qui sont moins de 2 millions d'euros, de 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros puissent passer par ce tribunal du commerce. Nous avons allégé les procédures. Donc tout cela fait que les investisseurs ont confiance. Et moi, je pense pour ma part que sur les années à venir, nous aurons encore plus d'investissements que par le passé. C'est pour cela que le plan de 2016 à 2020 prévoit un volume d'investissement qui est 2 fois le volume que j'avais prévu pour mon élection la première fois de 2010 à 2015. Et 2010 à 2015, nous avons atteint nos objectifs. Personne n'y croyait, mais nous les avons dépassés. Et je suis confiant qu'en 2020, nous dépasserons les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020. Parce que le pays est bien géré, il y a la bonne gouvernance, il y a des ressources importantes, il y a de l'énergie et surtout, il y a le travail des Ivoiriens. Et je voulais revenir un tout petit peu sur ce référendum et cette constitution où vous créez aussi le poste de vice-président. J'imagine que c'est aussi pour cette stabilité. Oui, mais vous savez, pour moi, c'est tellement évident. D'abord, le pays est stable. Ce qui m'importe, c'est de voir comment les choses vont se passer après ma génération. Moi, j'ai fini mon 2e mandat dans 4 ans, mais après, ce qui importe, c'est comment la nouvelle génération va prendre les choses en main. Et pour cela, j'ai essayé de voir avec mes principaux alliés les leçons à tirer de notre histoire récente. Ça a été la division, ça a été le tribalisme, ça a été le régionalisme. Les gens ont même essayé d'introduire la question de religion. Mais heureusement, grâce à la sagesse des Ivoiriens, tout ça n'a pas marché. Donc l'intention pour la nouvelle constitution, c'est d'avoir une constitution qui fasse un équilibre des pouvoirs. D'ailleurs, j'ai dit on aura un poste de vice-président pour qu'en 2020, si le président est d'une région, le vice-président sera d'une autre région, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme en Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique est encore ethnique et il faut en tenir compte. Donc cela permettra de donner une certaine stabilité, d'avoir une majorité stable et de faire en sorte qu'il y a aussi un partage du pouvoir. Beaucoup de gens me disent, mais dans les pays africains, les gens changent la constitution pour rester plus longtemps. Moi, je dis, mais moi, je vais changer la constitution pour partager le pouvoir et respecter la règle des 2 mandats. C'est important parce que nos pays ont besoin, vous savez, la jeunesse a besoin de faire sa propre expérience. Et c'est important pour nous d'arriver à faire ce transfert de pouvoir dans les meilleures conditions. Donc ce référendum, nous espérons le tenir avant la fin de l'année. Et immédiatement après, nous aurons les élections législatives. Et comme ça, sur les 4 ans à venir, la Côte d'Ivoire aura de nouvelles institutions plus adaptées et qui donneront une stabilité sur 20, 30 ans, comme la première constitution nous l'avait donné. Et vous passez combien de votre temps à penser vraiment à cette cohésion sociale? On parle de populisme, on le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, en Europe, vraiment partout dans le monde. Oui, voilà. Le président Obama, d'ailleurs, a mis en garde contre le populisme hier et je crois qu'il a raison. Vous savez, le populisme, ça ne se mange pas. On peut impressionner les gens à faire des discours creux en leur promettant du n'importe quoi, mais grâce à Internet et à tout ça, les gens jugent les résultats au jour le jour et à la semaine. Alors, moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, que ce soit les questions d'eau potable, d'électricité, nous avons quasiment doublé toutes nos capacités en 4-5 ans. Mais les Ivoiriens le voient. Et donc, ce n'est pas étonnant que j'ai été élu l'année dernière avec un taux de 83%, parce que les Ivoiriens se sont dit, mais en 4 ans, voilà, notre président a fait des choses que nous avons attendues pendant 20 ans, pendant 25 ans. C'est cela qu'il faut. Il faut avoir des pratiques économiques, des politiques économiques qui améliorent le quotidien des Ivoiriens dans tous les secteurs. Le libéralisme, c'est bien, c'est mon credo, mais il faut mettre l'accent sur le social, et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé d'éducation et la redistribution. Est-ce que c'est vraiment des thèmes importants? C'est important. Ben, si je prends des secteurs, je ne vais pas être très long, mais si je prends des secteurs comme, par exemple, l'école,
nous venons de décréter l'année dernière que l'école est obligatoire pour les personnes, pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Et que les familles défavorisées ont droit à des équipements, à tout ce qui a trait au cartable, au kit, de manière gratuite. Si je prends les centres de santé, les femmes enceintes, par exemple, ne paient pas de frais d'hospitalisation jusqu'à l'accouchement. Et les enfants de 1 jour à 5 ans sont traités gratuitement dans les hôpitaux. Et je pourrais continuer. Et nous avons également créé un fonds spécial d'ailleurs qui est géré, supervisé par la première dame qui est ici dans la salle, pour les femmes, donc pour faire des microcrédits. On y a mis 15 millions de dollars. Et c'est un fonds qui a permis de faire des crédits à plus de 110 000 femmes. Vous savez, 110 000 femmes en Afrique, c'est une femme s'occupe de plus de 10 personnes. Donc c'est 1 million de personnes que ce fonds a sorti de la pauvreté. Nous avons créé un fonds équivalent pour la jeunesse, et ainsi de suite. Donc je pourrais dire que notre expérience nous montre qu'il faut s'occuper des citoyens. Il faut leur donner la liberté de s'épanouir, la liberté de travailler, la liberté d'avoir les droits. Et de la nouvelle Constitution, nous avons quasiment le tiers de la Constitution sera consacré aux droits, aux libertés, aux devoirs et aux obligations des citoyens. Parce que c'est par là que tout commence. Si vous avez un état de droit, si vous avez un gouvernement qui respecte son peuple, vous savez, les investisseurs viendront parce que le pays sera en paix. President, one last question in English. Yes, okay. Is security improved in your region? Oh, yeah, You've seen attacks in Burkina Faso and Mali since the beginning of the year. Ouais, il faut croire. Draman. Ah ouais, mon rôle est fort. Ouais. Devant les caméras, il ment comme si de rien n'était. Draman vient de nous informer que quand une femme est enceinte, elle est prise en charge du début de sa grossesse jusqu'à son accouchement. Draman vient de nous dire que les enfants vont à l'hôpital sans se soigner. Que les enfants d'1 an, de 5 à 16 ans, ont l'obligation d'aller à l'école avec ou sans moyens financiers. Draman vient de nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire dont nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant. Quand on dit que ce monsieur est atteint du syndrome du mensonge, on va nous dire que non, on ment et que c'est un manque de respect. Non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Ce n'est pas un manque de respect. C'est un fait. C'est un menteur, manipulateur, mais des plus aboutis. Il est fort dans cela. Comment Dramane Ouattara peut nous dire ce genre de choses aujourd'hui, en 2025? Comment il peut tenir ce genre de discours, même si ce n'est pas en 2025, parce que la vidéo date quand même, soyons honnêtes, elle date quand même de quelques années aujourd'hui, mais on l'a retrouvée. Dramane Ouattara peut tenir de tels propos, nous informer que lui, M. Dramane Ouattara, a permis donc, n'est-ce pas comme ça, à la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier aujourd'hui des gens qui peuvent être aidés financièrement, hein, sans faire d'efforts, des femmes qui peuvent aller accoucher facilement, et toutes ces femmes qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours. Toutes les femmes qu'on garde dans l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé. Toutes ces femmes qui sont là alors qu'on refuse de les prendre en charge. Tous ces enfants qui meurent. Ouais, monsieur Ouattara. Et il n'a pas de gêne. C'est un gars, voyez-vous, qui peut venir casser votre maison aujourd'hui et de mettre devant les caméras et dire chaque Ivoirien a un toit. J'ai donné des maisons aux gens hier. Et pourtant, hier, il a cassé vos maisons. Et le dit comme si de rien n'était. Avec la certitude, mais la plus absolue. De tel point que même vous, les opposants, vous commencez à douter de ce que vous avez vu. Mais ce monsieur, il est malade. Je ne l'insulte pas, loin de là. Manquer le respect à un homme qui n'est pas mon égal. Mais je dis qu'il est malade dans le sens que j'ai l'impression que le fait de beaucoup mentir, il a fini par croire à ses propres mensonges. Vous savez que c'est possible. Le fait que vous mentez beaucoup, que vous soyez un menteur compulsif, un menteur patenté, vous pouvez finir par croire à vos propres mensonges. C'est ça le syndrome même du mensonge. C'est-à-dire le menteur finit souvent par croire qu'il dit la vérité et commence à croire réellement que l'histoire qu'il vous raconte est vraie. Et lui, il le croit vrai. Quand vous pensez qu'il est en train de faire une erreur, qu'il est en train de mentir, lui, il est dans sa vérité parce que sa vérité, c'est son mensonge. Et quand vous êtes en train de lui dire non, vous êtes en train de vous tromper, il est capable de mettre les armes sur vous parce qu'il estime que lui, il est dans la vérité et que vous êtes dans le faux. C'est dans cette situation que M. Ouattara aujourd'hui, donc, c'est quelqu'un qui est malade et qui mérite d'être soigné, qui mérite qu'on l'envoie chez des praticiens, qu'il soit lavé, purgé pour que tout son état de mensonge sorte en lui parce que tout ce qu'il est en train de nous raconter aujourd'hui, que
bénéficient les populations ivoiriennes est très très loin de la réalité de la Côte d'Ivoire que nous connaissons tous. Ce monsieur doit quitter le pays. Il doit quitter le pouvoir, je vais dire, très rapidement. Très rapidement. Parce que quand vous écoutez ce monsieur parler, vous vous dites, mais pas possible. C'est la même Côte d'Ivoire ou c'est une Côte d'Ivoire où Ouattara et ses moutons vivent seuls. La team, vous venez d'écouter cette vidéo que je vous ai proposée. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.